Mais soyons sérieux, chers amis, nous avons ce soir une célébrité parmi nous. Je vous présente le plus grand challenger pour le titre mondial des welter, le frappeur du Bronx, le taureau du Bronx, que l'on applaudit bien fort, Jake LaMotta, mesdames et messieurs. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle du film Raging Bull. Avant de commencer, je vous suggère fortement d'écouter le film proposé aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue dans le ring dans les années 1940. Aujourd'hui, on parle de Comme un taureau sauvage, sorti en 1980 et réalisé par Martin Scorsese, avec Robert De Niro, Joe Pesci, Kathy Moriarty et Frank Vincent. Je suis Mathieu et aujourd'hui, je me sens un peu paranoïaque. Puis là, des fois, je vois ça sur mon Facebook, que vous trouvez un autre podcasteur qui est pas mal beau. Fait que, s'il vous plaît, laissez ça en dehors de ma page. Alors, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, on fait une genre de mini-rétrospective là, qui va être couvert, dans le fond, là, en 2 films, ou 3 techniquement, au courant de la semaine. Aujourd'hui, on couvre The Raging Bull là, comme un taureau sauvage, puis c'est la seule fois que je vais dire comme un taureau sauvage. Là, je déteste le nom en français, là, ça va être Raging Bull dorénavant. Et un peu plus tard au podcast, je vais prendre quelques minutes pour parler de sa suite qui est sortie en 2016, The Bronx Bull, c'est ça, je vais prendre juste quelques minutes à la fin. Puis plus tard cette semaine, je vais parler du film Combat Revanche, Grudge Match, qui est un film où ce que, dans le fond, Robert De Niro va avoir comme repris son rôle de Jack LaMotta. Là. Ça va être plus parodie. Là. Ça sera pas Jack LaMotta qui va reprendre en tant que tel. Là. Puis dans le fond, il va reprendre les gants de boxe en 2013 pour se battre contre Rocky Balboa, qui ne sera pas Rocky Balboa. Dans le fond, on va avoir trouvé d'autres noms pour les personnages, pour les acteurs plutôt. Bien sûr, ça va être encore le rôle de, en guillemets, Rocky va être interprété par Sylvester Stallone. Puis c'est ça, dans le fond, c'est un film là, un peu plus parodie là, ou comédie qui est sorti là, dans les années là, 2013, là, en tout cas dans ces eaux-là. Puis ça, dans tout ça, c'est pour embarquer là, tranquillement là, la semaine prochaine, là, pour embarquer avec le film de Creed 1, après ça parler de Creed 2, et bien sûr de parler de Creed 3 qui s'en vient là, assez rapidement. Si maintenant on voulait retourner en arrière là, pour entendre ce que j'ai à dire sur toute la franchise des Rocky que j'ai couvert vers la fin de l'année, là, en automne l'année passée, vous pouvez vous rendre sur premiervisionnement.com, vous allez trouver des liens là, pour pouvoir télécharger là, les 6 premiers films là, de cette franchise-là. Puis c'est ça, dans le fond, je vais continuer cette franchise-là là, dès la semaine prochaine. Mais en même temps, quand vous êtes sur le site internet du podcast, vous pouvez trouver là, d'autres liens pour d'autres franchises, puis même des films seuls, comme le film d'aujourd'hui, où ce que vous pouvez, dans le fond, trouver quelque chose là, qui pourrait vous intéresser, dans le fond, que j'ai couvert là, pendant là, les 4 années et quelques du podcast. Puis en même temps, si vous voulez suivre Premier Visionnement sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire en même temps. Fait que c'est ça, dans le fond, là, on va retourner dans le film là, de Raging Bull. On va commencer par ça aujourd'hui. Le film, dans le fond, réalisé par Martin Scorsese. Puis je vais mettre ça sur la table. Puis j'espère pas donner une pelle à vous, chers auditeurs, là-dessus. J'ai vraiment pas vu grand film là, de Martin Scorsese. Je vais avoir vu Goodfellas peut-être 2 fois. Honnêtement, là, ce genre de film-là, là, film gangster, mafia, tout ça, c'est pas vraiment mon genre que je cours. C'est Goodfellas, j'ai vraiment trouvé ça bon. J'aimerais ça en reparler un jour, mais c'est pas le genre de film là, que je cours beaucoup après. Pareil comme pour Le Parrain, c'est comme que j'écoute la trilogie du Parrain que j'ai écouté là, peut-être 3-4 fois. Puis là, c'est sûr, je me suis même procuré là, la nouvelle version du 3e film. Là. Fait que c'est sûr que j'ai ça un petit peu là, dans les plans éventuellement là, de parler là, de la trilogie du Parrain, mais c'est comme des films là, que ça m'attire pas nécessairement
nécessairement, c'est pas que j'aime pas ça, mais ça m'attire pas tout le temps. Pourtant, c'est ça, tu sais, Martin Scorsese a fait pas mal là, sa réputation là, avec ces films-là, comme Goodfellas, puis dans le fond, on a Casino aussi que j'ai vu là, avec Robert De Niro puis Sharon Stone, que j'avais trouvé excellent. Et aussi, là, j'ai vu un documentaire, là, parce que Martin Scorsese aime bien faire des documentaires aussi. Là, dans le fond, là, vous pouvez peut-être savoir là, que je suis un fan des Beatles. Ben, il a fait un film là, sur un des Beatles, George Harrison, il y a peut-être une dizaine d'années. Fait que je me suis tapé là, son documentaire. Et ça limite pas mal là, tout ce que j'ai vu là, de son ouvrage. Et non, je n'ai pas vu Taxi Driver. C'est quelque chose que je veux mettre dans mon setlist de choses à faire avant de mourir, voir ce film-là. Parce que dans le fond, un peu, le film d'aujourd'hui est un découlé du film Taxi Driver. On va avoir pas mal la même équipe qui a travaillé sur Taxi Driver, que ce soit l'écrivain, que ce soit l'acteur principal, Robert De Niro, et le réalisateur, ben, qui sont apportés là, du dernier film, du film de Taxi Driver, et ils vont travailler sur le film d'aujourd'hui. C'est sûr que, tu sais, c'est dans le fond, ils vont remercier quand même Rocky. C'est dans le fond aussi la même compagnie de production, Irvin Winkler et Robert Chartoff. C'était les producteurs de Rocky. Puis en même temps, le film est fait là, par United Artists. C'est tout pas mal la même production là, que la maison de production que Rocky. Fait que, tu sais, dans le fond, le succès de Rocky qui a été fait là, il y a quelques années avant a apporté quelques films de boxe. Puis dans le fond, ça l'a aidé beaucoup à la production du film d'aujourd'hui. C'était comme un peu en production avant. Dans le fond, on avait Robert De Niro qui avait apporté l'idée quand il était sur le plateau de tournage là, du Parrain 2, il avait lu la biographie de Jack LaMotta et il a apporté ça à Martin Scorsese. Martin Scorsese n'était pas trop dans l'idée là, de vouloir faire un film de boxe. Dans le fond, c'est pas un amateur de sport tout court. Fait que, dans le fond, ça ne l'intéressait pas de faire un film de même, mais éventuellement, il a vu une manière de faire le film. Fait qu'il est embarqué dans le projet. Si on a un film en noir et blanc aujourd'hui, c'est un petit peu aussi à cause de Rocky. C'est une des raisons. Il y a plusieurs raisons, mais la raison qui va être un peu affiliée à Rocky, c'est que justement, il y a plein de films là, qui sont sortis par la suite, dans le fond, là, inspirés là, de boxeurs ou d'histoires de boxe. Fait que, tu sais, dans le fond, pour pouvoir se démarquer, c'est le film en noir et blanc qui est sorti au travers de toute cette pile-là. Ils ont apporté aussi l'idée que quand ils avaient commencé à filmer le film, ils s'étaient trompés là, de couleur de gants de boxe selon l'époque. Puis, dans le fond, Martin Scorsese, ça les fait comme taper ses doigts en se faisant dire que là, dans le fond, les gants ils devaient être jaunes au lieu de rouge. Puis, du coup, finalement, c'est une des raisons pour dire tant qu'à avoir ces astinages-là, aussi bien de virer dans le noir et blanc, puis on n'aura pas de problème là, de couleur avec le temps. Mais tu sais, notamment là, vraiment peut-être la vraie raison technique pourquoi qu'on a viré le film en noir et blanc, c'est que même Taxi Driver qui était sorti là 2-3 ans avant là, le film d'aujourd'hui, la pellicule qui filme le film dans les années 70 se détériorait assez rapidement, puis il perdait les couleurs. Fait que tu sais, il s'est dit là qu'en faisant un film là en noir et blanc, il allait pouvoir conserver le film là, pas mal comme qui a été filmé, contrairement à Taxi Driver qui commençait déjà à se détériorer là, quelques années plus tard. Fait que c'est tout un peu là, ces petites affaires là qui ont fait là, que ça allait être plus facile de faire le film en noir et blanc. Puis ça, tu sais, s'ils doivent respecter comme les couleurs pour l'époque, c'est parce que c'est une question que c'est une histoire qui a été vécue. C'est vraiment une histoire réelle, en guillemets. Là, en écoutant les commentaires, M. Scorsese, il dit que, dans le fond, pour remplir un peu les trous, ils se sont inspirés de comment que LaMotta agissait, puis comment qu'il le voyait comme personnage, et que, dans le fond, c'est comme ça qu'ils ont rempli les trous là, avec
toute l'histoire, mais tu sais, pas vraiment en train de se dire qu'ils font une biographie là, de Jake LaMotta, c'est juste dans le fond une partie de sa vie et que dans le fond à partir de là, ben il juste en utilisant là, comme son caractère puis son personnage, ben il réussit à transmettre la manière qu'il voit sa vie. Mais aujourd'hui, ben c'est ça, tu sais, quand on va parler du scénario, tu sais, j'ai quand même lu un petit peu au travers. Je suis pas très très familier, là. Ben tu sais, avant de faire mes études pour le podcast, j'étais pas trop connaisseur là, du personnage et de son histoire parce que je suis pas vraiment un fan de boxe. J'ai comme un peu étudié plus la boxe à cause de la rétrospective des Rocky. Puis fait que c'est pour ça que je rajoute ça un petit peu au travers en même temps là, pour agrémenter tout ça un peu. Mais c'est ça, fait que tu sais, en regardant là, le film quand on va parler du scénario, ben je vais remplir un peu des trous là, des faits que j'ai vus au travers là, qui va peut-être un peu là, donner un peu d'éclaircissement là, dans l'histoire. Alors, voici le synopsis sur IMDb abrégé. La vie du boxeur Jake LaMotta, dont la violence et le tempérament qui l'ont mené au sommet du ring, ont détruit sa vie en dehors de celui-ci. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on va parler, c'est pas mal quelqu'un qui veut comme se rendre en haut, être le champion du monde de boxe, et que finalement, ben, tu sais, tout ce qui l'apporte, là, toute sa rage, dans le fond, tout ce qu'il fait, c'est pour se craquer pour ses combats, mais dans le fond, il est en train de détruire tout ce qu'il y a comme vie en utilisant ça. Dans le fond, il va utiliser sa rage, il va demander à son frère de le frapper, il va faire toutes sortes d'affaires. Dans le fond, il va essayer là, de demander là, à sa femme de commencer à l'agacer, dans le fond, pour avoir des relations. Mais il va couper ça de court, puis il va utiliser comme cette énergie-là pour pouvoir se battre. Toutes des affaires dans le fond là, pour le mettre fâché et pouvoir se combattre par la suite. Fait que dans le fond, c'est tout ça ensemble, mais il va utiliser aussi là, sa jalousie envers sa femme, que dans le fond, il a toujours peur qu'elle la trompe, puis dans le fond, il est jamais confiant sur le monde. Fait qu'il va tout se servir de toutes ces émotions-là tout le temps. Puis dans le fond, ben, éventuellement, ben, ça va même il va mettre en doute son frère, puis c'est dans le fond, avec tout ça, ben, il va tout perdre. Alors, le film aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je le vois là, pour le podcast. Je l'ai écouté 2 fois, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'était la deuxième fois que je le voyais à la vie, là, en bout de ligne. Je l'avais juste écouté là, il y a peut-être 5-6 ans. Que je l'avais trouvé là, sur Blu-ray. Finalement, c'était un des films que je devais écouter éventuellement. Fait que je l'ai écouté. Puis honnêtement, quand je me suis mis à écouter le film aujourd'hui pour le podcast, je me suis rendu compte que je me rappelais pas grand chose du film. Je me rappelais avoir trouvé le film quand même correct, mais dans ma tête, il y avait peut-être un peu de combat au début du film pour peut-être la première demi-heure. Puis après ça, on l'envoyait en prison. Puis c'était comme qu'est-ce qui se passait après quand il ressortait de prison. Dans le fond, c'est pas mal l'inverse de tout ça. Là, c'est comme ça que j'avais le film là, de remonter dans ma tête. Puis dans le fond, là, le film que j'ai réécouté là, pour le podcast, j'étais comme dans inconnu, là. C'est comme je m'attendais comme pas à ça du tout, là. Je me suis dit, j'ai pratiquement jamais vu ce film-là, là. C'est d'un côté, là, c'est le premier écoute, là. Je veux dire, je savais qui allait en prison, mais c'est ça, c'est juste vraiment pas à la même place, là. Il y a des affaires là, qui ont comme tout fusionné dans ma tête, là. Fait que c'est ça, comme ça que je rentre là, dans le film. Fait que j'ai pas de nostalgie du tout envers le film.
Okay, le film ouvre avec on a la Mota là, qui est jouée là, par Robert De Niro. C'est vraiment Robert De Niro là, qui est sur le ring, qui est en train là, comme un peu là, de sauter un peu sur le ring un peu partout. Là. C'est comme un peu au ralenti. Tu sais ce qu'il faut remarquer là, beaucoup là, dans la manière qu'ils ont fait le film. Il y a 3 commentaires audio sur le film. Puis tu sais dans le fond, ils donnent beaucoup là, d'informations techniques sur le film. Puis pas mal tout le film a été filmé des fois au ralenti, des fois un peu plus vite. Dans le fond, il donnait comme 3 vitesses pour le film selon l'émotion, puis ça donnait beaucoup de choses à travailler avec là, pour la dame là, qui éditait le film. Là, l'image qui est sur le ring, Baptiste, dans le fond, il est inspiré d'un livre qu'il a vu là, sur des bagarreurs, là, des combattants là, de boxe qu'il avait lu à une certaine époque. Fait que il s'est inspiré de ça pour faire le montage au début du film. Puis là, c'est ça, je vais tout de suite sauter sur la musique. Dans le fond, la musique est aujourd'hui, là, il n'y a pas vraiment de musique écrite pour le film. Il y en a un petit peu, dans le fond, juste pour un peu faire le collage pour que ça se lie, là, mais le lien entre les chansons, là, c'est juste dans le fond, là, c'est des vieilles musiques qui étaient écrites que Martin Scorsese aurait utilisé tout simplement. C'est des vieilles une trame sonore qu'il y avait dans chez lui, là, je parle de trame sonore, une trame sonore de vie, là, dans le fond, là, la musique qu'il écoutait chez lui, puis que dans le fond, qui voyait que ça allait bien avec le film. Fait que il s'est servi de ça, puis c'est vraiment ces pièces-là qui se sont servies là, parce qu'ils trouvaient pas des enregistrements neufs pour ça. Ben, tu sais, il y a des pièces là-dedans qui avaient déjà été réenregistrées, mais ça n'allait pas chercher l'âme de qu'est-ce qu'il voulait apporter au film. Fait que il a utilisé là, les vieils enregistrements. Puis on a Picto Mascagni là, qui fait la musique aujourd'hui, mais dans le fond, lui, c'est un monteur de son. Fait que, tu sais, dans le fond, il fait certains bouts, là, mais c'est vraiment pour lier les pièces, mais dans le fond, il n'y a pas vraiment là, de pièces qui étaient vraiment faites pour le film. Il y en a, mais c'est pas fait spécialement. Là, c'est vraiment juste pour une question d'ambiance. Mais c'est ça, dans le fond, là, c'est toutes des pièces là, italiennes là, qui ont utilisé là, pour faire la trame sonore. Fait que le film, il commence proprement où on retrouve Jake LaMotta en arrière-scène en train là, de se pratiquer là, pour embarquer sur scène pour son one-man show qu'il fait. Puis là, ben c'est ça, tu sais, dans le fond, dans le montage qu'il a fait, pourquoi qu'il met ça tout de suite au début, pas à la fin, c'est dans le fond, dans le montage, parce qu'il s'est rendu compte que les gens, quand ils avaient commencé à monter le film, là, il durait là, peut-être une quinzaine de minutes de plus là, initialement. Puis le monde était un peu mêlé parce qu'à la fin, ben Robert De Niro a quand même pris là, quelque chose comme une 60aine de livres pour pouvoir faire les séquences où ce qui est engraissé. Ben le monde avait de la misère à la reconnaître. Fait que, tu sais, dans le fond, juste pour bouquer la boucle, on l'a mis au début du film, puis après ça, ben, dans le fond, on recule dans le temps, on retourne en 1941, où ce que le combat contre Reeves. Dans le fond, lui, ce qu'on va voir là, dans les combats, là, tous les combats sont filmés, là, sont sur scène. C'est pas les mêmes combats que dans Rocky. Tu sais, dans le fond, on essaie d'aller chercher un style différent, puis dans le fond, c'est ça qu'il faut aussi. Tu sais, il parle d'un commentaire. Il parle de Rocky que Rocky a fait ça d'une telle manière que les autres ils mettaient genre 6 caméras un peu partout, puis dans le fond là, c'était un peu plus gros comme production. Ben si on regarde là, le film d'aujourd'hui, il a coûté quelque chose comme 20 millions, puis il a rapporté genre 23 millions là. Dans le fond là, il a pas vraiment fait d'argent le film d'aujourd'hui, malgré tout ce qu'il a rapporté là. Il a rapporté plusieurs Oscars, mais c'est ça, il a rapporté rien au box-office, tandis que Rocky, ben dans le fond là, il a rapporté vraiment beaucoup, quelque chose comme 1 million, puis il avait fait 225 là, mais dans le fond, je trouve ça plate un petit peu que il essaie pas d'attaquer Rocky là, de la manière qu'ils ont fait, parce que c'est vraiment pas la même affaire. Qu'est-ce qu'on veut faire avec Rocky, on veut voir Adrian, puis on veut voir, il y a des affaires qui se passent en dehors du ring, fait que c'est normal qu'on fait ça de même, puis là ben, il faut juste trouver quelque chose pour que ça paraisse différent, puis je trouve que c'est une belle manière là, d'apporter ça, les combats.
sont tout le temps sur le ring, puis on a l'impression là, que c'est comme claustrophobe parce qu'ils sont juste sur le ring, puis on a juste tout le temps les deux combattants un en face de l'autre. C'est tout le temps assez abrégé en général, les combats. Il n'y a pas là, de gros montages là, comme qu'on est habitué là, en écoutant les Rocky. C'est sûr que je veux pas trop parler de Rocky quand même, là, mais c'est sûr que je vais faire certains comparatifs avec Rocky pour une question là, de. C'était comme un peu pas le film de l'heure, mais dans le fond, c'est comme un dérivé de Rocky à cause de ça. Fait que dans le fond, c'est pour ça que je vais en parler un peu de Rocky, puis je vais faire des comparatifs, puis en même temps, puisque c'est comme en guillemets le spin-off de rétrospective. Fait que c'est pour ça un peu je vais faire des petits liens un peu de qu'est-ce qu'on veut faire. Puis en même temps, en se remportant en 1980, où ce que dans le fond on avait eu Rocky, dans le fond que c'était un bum, mais dans le fond avec un cœur d'or. Puis là, dans le fond, ce qu'on va avoir avec Jake LaMotta, c'est à peu près l'inverse. Dans le fond, dans le fond, ça reste un genre de délinquant, mais dans le fond, il va rester dans ce monde-là. Quelque part, lui, il n'y a pas vraiment de bon côté. Tandis que Rocky, il n'y a pas vraiment de malice. Dans le fond, c'est tout le temps un bon gars. Même si, dans le fond, il est comme un peu là, dans les mauvais quartiers. Mais il y a toujours un bon côté dans Rocky. C'est une bonne personne. Mais c'est ça. Avec LaMotta, c'est vraiment pas le même genre de personnage qu'on a. On va le connaître après. Là. Je veux juste finir avec son combat contre Reeves. Où dans le fond, il va faire le combat là, par décision. Dans le fond, ce qu'on est habitué avec Rocky, parce que c'est tout le temps des victoires, avec LaMotta, aujourd'hui, on va voir des victoires, des défaites, des victoires, des défaites. Ça va toujours jouer un peu entre entre les deux. C'est comme un petit peu plus réel d'un autre côté. Mais tout de suite en partant, on peut voir que il se combat, puis dans le fond, il y a du cœur au ventre, puis dans le fond, après avoir vraiment donné une volée à Reeves, Reeves gagne quand même. Fait que on peut quand même se poser des questions, puis dans le fond, ça veut dire que le système est corrompu, puis dans le fond, quand il décide que c'est quelqu'un qui gagne, c'est cette personne-là qui va gagner, peu importe ce qui se passe. Dans le fond, c'est un autre monde carrément. C'est un monde de PEG un peu, on va en parler un peu plus tard, où c'est la PEG qui est en arrière de tout ça, c'est eux autres qui décident pas mal comment que ça va dans le système, c'est eux autres qui décident si, mettons, il y a quelqu'un qui est prêt pour embarquer là, dans comme concurrent là, envers le champion du monde, tout ça, c'est eux autres qui contrôlent ça. Fait que, en tout cas, on va en reparler un peu plus loin. Là, c'est ça, on peut voir la vie à Jake, lui, il arrive à la maison, puis dans le fond, il est en train d'engueuler sa femme, il veut son steak. Dans le fond, il est en train de tout le temps du chialer après. Dans le fond, c'est un couple qui va très mal. Dans le fond, on n'est pas vraiment introduit là, à elle. Dans le fond, on voit là, que c'est une relation là, qui est toxique, que ça va mal là, dans ce foyer-là. Il est vraiment méchant envers elle. Ça va vraiment mal, mais c'est ça, quelque part, là, c'est un quartier défavorisé. Puis, dans le fond, on voit là, que ils sont pauvres, ils sont pas super riches. Puis, pour faire quand même des parallèles avec Rocky, parce que, Rocky, c'est une histoire qui est fictive, tandis que le film d'aujourd'hui, c'est un fait réel, mais ça contraste beaucoup avec qu'est-ce que les gens voyaient à l'époque. Sont habitués peut-être d'avoir vu plus Rocky, puis que dans le fond, on avait eu Rocky 2 qui était sorti juste l'année avant, où on voyait tout le temps quelque chose d'optimiste pour une histoire de même, puis là, dans le fond, là, c'est tout est sombre. En plus, d'avoir du noir et blanc qu'on peut voir visuellement, dans le fond, on a notre personnage principal qui est toujours en train là, de crier après sa femme, puis dans le fond, il est en train de dire n'importe quoi, dans le fond, juste pour, dans le fond, là, la redescendre.
ou la rebaisser plutôt. Aussi, on a l'introduction là, de son frère Joey, qui est joué là, par Joe Pesci. T'sais, dans le fond, je suis pas sûr si des fois là, Robert De Niro, à quelque part, dans le fond, il fait très bien son rôle, Robert De Niro, mais je sais pas si je serais capable d'endurer qu'il y ait juste Robert De Niro dans tout le film, parce qu'à quelque part, un peu comme les films là, de Vendredi 13, le dernier film où tous les personnages les aiment pas, ça fait qu'au final, le film qui est fini, je veux dire, c'est une délivrance pour moi parce que j'aime pas les personnages après un bout, puis passer quasiment 2 heures avec des personnages que j'aime pas, ben dans le fond, ça me répugne un peu. Fait que, tu sais, le moteur, je veux dire, c'est pas un personnage que j'aime beaucoup. C'est sûr qu'après l'avoir écouté 2 fois, j'ai commencé à embarquer un peu avec le personnage, mais ça, c'est que je l'ai écouté 2 fois de suite. Tandis que, tu sais, le personnage là, de Joey, son frère, qui est joué par Joe Pesci, moi, Joe Pesci, dans le fond, je l'ai connu là, comme probablement beaucoup de personnes, puisque tu sais, j'ai pas écouté le Goodfellas quand j'étais plus jeune. Peut-être que je l'avais vu à l'écran, à la télé, là, à TQS, là, peut-être là, dans mon adolescence. Là, il y a une grosse possibilité de ça. Mais tu sais, c'est pas la tête d'affiche non plus. Là. Moi, je le connaissais là, à cause de Maman, j'ai raté l'avion, bien sûr. Puis tu sais, dans le fond, pour voir le contraste un peu, tu sais, c'est sûr que c'est une grande boîte, comme on appelle. Là. Mais tu sais, voir que dans le fond, là, c'est le genre de rôle qui est vraiment à l'aise avec. Je pense que tu sais, c'est dommage parce que l'actrice qui fait la femme à devenir de Jake LaMotta, Kathy Moriarty et Robert De Niro, ben eux autres vont avoir été récompensés pour le film d'aujourd'hui, mais c'est ça, Joe Pesci, je trouve que c'est comme le cœur du film. Je veux dire, quand il est là, je veux dire, c'est comme c'est lui que je regarde. On dirait qu'il improvise. Ben, il y a des bouts qui ont été improvisés, là, d'après ce que je peux comprendre, mais ça sort tellement naturel de ce personnage-là. Tout qu'est-ce qu'il dit. Dans le fond, ses 2 frères, ils s'insultent, mais j'aime vraiment là, la chimie entre les 2 personnages. Je trouve que c'est vraiment là, le noyau du film, toute leur relation. Puis éventuellement quand il va partir du film, ben c'est là où dans le fond là, le film pour moi là, il va perdre un peu ses jambes. Je pense que c'est ça qu'on veut faire aussi. Dans le fond, Jake va se ramasser tout seul. Puis c'est un peu ça en même temps. Ben, on perd Joey, puis lui il se ramasse vraiment tout seul. Puis c'est ça qu'on ressent là, pour la dernière demi-heure. Le personnage de Joey, dans le fond, d'après ce que je peux comprendre, puis c'est pas vraiment clair dans tout ce que j'ai pu lire sur le net, essayer de comprendre exactement si c'est. D'un, je voulais essayer de comprendre si c'était vraiment son frère ou si c'était juste un grand ami qu'il considérait comme son frère. C'est son frère, mais dans le fond, on va avoir combiné 2 personnages ensemble. Puis d'après ce que je peux comprendre, bien sûr, c'est pas certain, là, c'est vraiment comme je peux lire entre les lignes, qu'on a combiné le fait que c'est son frère, puis le fait que c'est son manager. D'après ce que je peux comprendre, c'était 2 personnes, dans le fond, ça devait pas être son manager, mais là, c'est ça. On l'a combiné pour une question d'histoire. Dans la biographie de Jake LaMotta, ça a l'air que Joey n'apparaît pas vraiment là, dans sa biographie, fait que j'imagine que c'est un peu ça, on l'a remplacé là, dans le fond, le manager, puis on l'a mis à sa place. Hey, Vicky! 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 Bonjour, Joey. Comment ça va? Ça va? Qu'est-ce que vous faites? Oh, pas grand-chose. Et vous, qu'est-ce que vous faites? C'est votre voiture? Non, c'est là mon frère. Vous connaissez pas mon frère? Non, c'est lui, là. Ouais, je vous présente. Je veux bien. Vicky, c'est mon frère Jake. C'est le futur champion. Bonjour. Alors, ça va? Chantez, mademoiselle. Fait que là, on arrive à peu près là, à 20 minutes du film, puis c'est là qu'on a l'introduction là, de Vicky, qui, d'après ce que je peux comprendre, dans le fond, c'est pas très clair. On joue avec on joue très flou, on joue dans une zone grise. On dit que dans le fond, elle est mineure, puis dans le fond, c'est ça. J'ai pu lire sur le net. Là, bien sûr, dans le fond, c'est toujours dans le fond, c'est-tu vraiment des sources sûres, c'est ça qui est pas toujours certain. Puis des fois, le fait que c'est un film, que dans le fond, il y a des gens qui ont pu prendre ça comme des faits.
peut-être que c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est peut-être un effet boucle, dans le fond, là, pour confirmer qu'est-ce que je lis, dans le fond, que je vois dans le film, mais dans le fond, peut-être que la source de qu'est-ce que je lis, c'est le film. Fait que, tu sais, dans le fond, là, c'est ça qui est un peu touché là, dans qu'est-ce que j'apporte comme fait aujourd'hui. Ça se peut que ce soit juste confirmé à cause que c'est un film, mais que dans le fond, il y a des événements qui sont pas corrects. Mais d'après ce que je peux comprendre là, en faisant une recherche là, sur Vicky, ben, elle s'est vraiment mariée à 16 ans avec Jake LaMotta, que lui avait 24 ans. Fait que, en tout cas, sautez vos conclusions que vous voulez. Mais c'est ça, tu sais, on va pas trop le crier fort, on s'entend. C'est quelque chose que je pense qu'on veut pas vraiment trop se retourner là, contre le personnage là, de Jake LaMotta. Tu sais, dans le fond, on veut quand même qu'il soit pas à 100% trop répugnant. Tu sais, je pense que c'est ça, mais quand on lit plus, ben, tu sais, on se dit, tu sais, il y avait peut-être un problème tu sais, vraiment un peu plus grave. Vicky, elle, dans le fond, c'est une amie ou une fréquentation là, de la PEC du quartier. Là, on va être introduit là, à Salvi, puis du coup, tout un peu là, cette gang-là. Puis là, ben, c'est ça, dans le fond, elle tombe dans l'œil de Jake, puis dans le fond, ben, lui, il va arriver, puis il va sortir tout son charme, là, il va sortir sa voiture, tout ça. Il va demander à Joey là, d'essayer de la présenter, puis tout ça, puis dans le fond, ben, dans le fond, il est marié déjà à quelqu'un, puis il s'en va tout de suite à essayer de la fréquenter elle, pour peut-être essayer de penser que ça va mieux aller avec elle, mais éventuellement, ben, on va voir là, un peu plus loin, là, il va y avoir le montage qui vont se marier, puis ils vont avoir des enfants, puis tout ça, puis dans le fond, là, ça va être pas mal la roue, là, à quelque part, là, il ne traitera pas bien mieux, là, puis dans le fond, là, c'est juste inné là, dans lui que il va traiter là, son bon alentour de lui, là, pareil comme de la poubelle. Alors on s'entend qu'on n'a pas Rocky et Adrienne, là, dans le fond, pour continuer le parallèle. Fait que là, on se ramasse en 1943, on est 2 ans après le début du film. On a un combat là, de Robinson et LaMotta. Puis là, ben, LaMotta va gagner dans ce combat-là, puis il va y avoir le combat revanche, puis Robinson va gagner là, par décision là, sur ce combat-là. Puis là, ben, ils vont lancer là, l'idée là, que le fait là, qu'ils s'en vont en guerre le lendemain, ben, c'est pour ça qu'ils ont été là, qui l'ont fait gagner là, ces combats-là. Mais j'ai comme l'impression que c'est comme il a fait tout le temps les mêmes combats là, toute sa vie contre les mêmes personnages. Robinson, je pense qu'il va s'avoir battu là, dans toute sa carrière, là, quelque chose comme 6 fois là, contre lui. C'est comme s'ils sont genre 4 boxeurs là, dans tout le continent américain. Là, en tout cas, c'est ça que je peux comprendre là, quasiment. Là, c'est toujours un peu les mêmes les mêmes combattants. Okay, c'est là, je disais tantôt, là, je pense que c'est le seul bout qui est en couleur, que on voit comme un montage là, entre 44 et 47, qu'on voit comme un peu là, qui s'est combattu, que dans le fond, là, il y a eu comme une ascension, puis dans le fond, là, sa popularité a augmenté, il s'est marié, il semble quand même heureux dans son mariage, ça semble quand même bien aller, là, on voit comme les vidéos de famille où il y a de l'air à s'amuser avec, puis il y a Joey aussi qui se marie de son côté. Dans le fond, tout le monde a des enfants aussi. Dans le fond, ils s'embrayent dans leur vie. Puis, dans le fond, là, on remonte là, jusqu'en 1947. Où est-ce que là, dans le fond, là, la vie a commencé là, à peser là, sur LaMotta. Puis que dans le fond, la roue a recommencé. Là, on a Joey qui vient faire un tour. Dans le fond, que lui, il est maintenant marié. Puis, on a LaMotta qui arrive. Puis, il appelle son café. Puis, il veut juste du café. Puis, dans le fond, c'est pas comme son steak au tout début, mais dans le fond, il fait comme ordonner là, à Vicky là, de venir apporter son café. Puis on voit que Joey aussi, il est pas nécessairement très très gentil aussi avec sa femme. Là, peut-être que d'un côté, il est un peu plus respectueux, mais l'autre côté, là, il est très dans le fond, là, elle est là pour quasiment faire bonne figure familiale, mais c'est tout. À ce que sache,
sache, Joey, dans la vraie vie, là, le vrai Joey LaMotta, ça a l'air qu'une fois qu'il a vu le film, ben, il a poursuivi là, la production. Probablement pour des affaires de même, là, pour montrer là, que dans le fond, aussi, il était pas tout à fait un gars qui était très gentil tout le temps envers les femmes, là, peut-être, en tout cas. Ça, c'est des suppositions que je fais, là. Mais, tu sais, quand on le voit, là, en train de parler à sa femme, puis il dit, là, regarde, que je suis en train de parler à mon frère, là, toi, tu dis rien, t'as pas d'affaires là, dans nos conversations, à moins que je te parle. Tu sais, à quelque part, moi, je serais insulté de voir ça, si, mettons, on interpréterait là, comment que je suis comme ça, là, quelque part, même si je le saurais ou pas, n'importe quoi, tu sais, je veux dire, si t'as pas donné ton accord, c'est sûr qu'il doit pas aimer ça, mais l'autre côté, ben, c'est ça, tu sais, ils doivent quand même se baser sur quelque chose pour apporter ça à l'écran, là. Mais c'est ça, en bout de ligne, j'ai aucune idée comment il est, là, Joey, là, si mettons, c'était un bon gars ou pas. C'est ça, en tout cas. Fait que c'est à partir de ces moments-là où on commence à voir là, que la descente tranquillement là, de Jake LaMotta. À partir de là, ben c'est ça, tu sais, dans le fond, on sait qu'il engraisse, dans le fond, il prend moins soin de lui. Puis tu sais, aussitôt que sa femme a dit que dans le fond, là, la personne là, qui va se combattre contre, c'est un beau gars. Ben dans le fond, là, ça l'allume à quelque part, là, il dit comment ça qu'elle a dit qu'il est beau, tout ça, il est-tu beau, tout ça. Tu sais, dans le fond, quand il va tomber là, dans le ring contre Janiro, qu'elle trouvait qu'il était beau, ben dans le fond, il va s'arranger là, pour vraiment y détruire la face. Tu sais, dans le fond, là, il va utiliser, là, comme je disais un peu plus tôt, là, il va comme utiliser toute cette rage-là là, pour vraiment y défoncer là, le visage au complet. Tu sais, dans le fond, c'est ça. Tu sais, dans tous les combats en tant que tels, là, ils ont tous été refaits là, de les séquences originales qu'ils ont vu. Il y a même un combat là-dedans, je sais pas lequel exactement, là, je pense que c'est celui-là là, qui va gagner là, le combat là, de championnat. Qu'ils ont utilisé vraiment là, la bobine originale là, du vrai commentateur là, qui était là pendant le match. C'est vraiment les bobines originales. Fait que, dans le fond, c'est pour garder là, en idée là, que c'est le match réel. Mais en même temps, ben, c'est ça, ils ont fait une chorégraphie là, de les combats comme qui ont été présentés originalement. T'sais, ils n'ont pas vraiment là, pris là, de liberté là, dans les combats. Mais aussi, il faut savoir que Jake LaMotta il a aidé là, à l'entraînement là, de Robert De Niro pour être en forme, pour faire le film, là, puis pour incarner là, Jake LaMotta. Je veux dire, le vrai, il s'est entraîné là, avec Robert De Niro. C'est sûr que c'est une belle publicité là, pour le film, il faut s'entendre, là, parce que dans le fond, là, Jake LaMotta là, qui travaille sur le film, là, dans le fond, là, pour sa biographie, là, mais c'est pas mal l'étendue là, de juste son travail là, pour le film, mais c'est quand même beaucoup, quelque part, pour dire qu'il peut endosser quand même là, ce rôle-là, puis ce film-là. D'après ce que je peux comprendre aussi, là, la vraie Vicky a posé pour Playboy là, pas mal là, dans ces mêmes années-là, là, en 80-81. Là. Fait qu'elle aussi, elle a pu avoir un autre petit moment là, de gloire là, à cette époque-là. Elle a pu se servir de ce film-là aussi là, pour un genre de regain de popularité. Là. Fait que tout le monde est gagnant là-dedans. Mais c'est ça, fait que à ce moment-là, ben, Vicky, elle va être pognée par Joey, où elle commence à être un peu tannée là, de toute la paranoïa puis la jalousie là, que Jake apporte à la maison. Fait qu'elle essaie juste de sortir un peu. C'est pas tout à fait clair. On joue dans un terrain gris, un peu, là, savoir si, mettons, elle est en train de faire quelque chose là, de extra-conjugal ou, je veux dire, elle sort juste pour s'amuser. Moi, je pense que c'est assez honnête. À quelque part, elle veut juste un petit peu là, laisser sortir la vapeur. Mais en même temps, ben, on y va pas vraiment sur ce terrain-là. À quelque part, on veut essayer de mettre ça quand même assez clair que c'est tout se passe là, dans la tête à Jake LaMotta. Je suis pas certain si c'est vraiment ça. À quelque part, s'il n'y a pas un peu de vérité qu'il peut voir, là, ça reste quand même un petit peu louche que elle sort avec quelqu'un que, dans le fond, que probablement qu'il y avait déjà eu quelque chose avec aussi là, dans un passé. En tout cas, c'est pas très très clair là-dessus aussi, mais c'est ça, tu sais.
je pense qu'on veut pas aller là-dedans pour justement renforcer un peu l'idée là, du film, puis pour montrer comment que le personnage de Lamota là, était une personne cruelle. Puis, tu sais, ça a l'air que pour de vrai, même c'est ça, elle, qu'est-ce qu'elle dit, là, Vicky a dit que dans le fond, là, on voit juste en surface comment qu'il pouvait être une méchante personne. Parce que, après avoir vu le film, ben, Jake LaMotta a demandé quand même là, à Vicky voir si, mettons, il était si méchant que ça. Puis elle y a répondu, ben, il était pire que qu'est-ce qu'ils ont vu à l'écran. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est sûr que c'est tout ce que c'est des oui-dire quelque part là, mais en tout cas ça a l'air que c'est ce qu'ils se sont dit. Alors, Joey, lui, dans le fond, c'est ça, tu sais, dans le fond, il travaille pour son frère, puis il va tasser Vicky là, de la fréquentation qu'elle va avoir, là, juste pour sortir un peu, là, pour laisser aller un peu de la vapeur. Puis là, ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, il va essayer là, d'aller chercher quand même un combat là, de championnat là, pour Jake LaMotta, puis là, ben, dans le fond, il va s'asseoir avec la personne là, de la PEG, là, le parrain, là, je sais pas trop, là, pour pouvoir avoir un combat avec le champion. Et ce qu'il va devoir faire, Jake, il va devoir perdre dans un combat, puis dans le fond, là, ça va être vraiment là, flagrant qu'il va perdre, là, dans le fond, là, il va juste comme quasiment démissionner du combat, puis dans le fond, c'est comme s'il va perdre un peu son âme. Depuis le début du film, on dit qu'il veut gagner là, tout ça par lui-même. Dans le fond, il veut pas des pots de fleurs ou il veut pas des pots de vin, rien. Dans le fond, ce qu'il veut faire, c'est vraiment le faire par lui-même. C'est ça qu'il fait depuis le début. Mais là, c'est ça. Dans le fond, il est pas. Il doit passer par là. Il doit vendre son âme à quelque part pour pouvoir accéder là, au combat de championnat. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, il voit qu'il n'y a pas de taille, ben, le candidat n'est pas de taille pour se battre contre la Mota, mais c'est ça, tu sais, quelque part, ça l'écœure parce qu'en bout de ligne, tu sais, il doit perdre le combat, mais il est pas. Il gagnerait facilement. Mais c'est pareil, ça lui donne quand même la chance là, de pouvoir se battre là, en 1949 là, contre Sheridan, qui est le champion actuel. Puis d'après ce que j'ai pu comprendre, là, ben, Jake va gagner, là, il va être rendu champion du monde. Puis c'est ça, dans le fond, il était supposé avoir un combat revanche. Puis finalement, ben, le Sheridan, dans l'avion qu'il a pris là, pour avoir le combat, ben, son avion a écrasé et il est mort de ça. Fait que, en tout cas, c'est des choses qu'on sait pas là, en écoutant le film. Là, mais je me suis juste posé la question pourquoi que on avait Robinson qui se battait plusieurs fois, puis pourquoi qu'on n'a pas eu de combat revanche avec Sheridan? Ben, c'est ça, dans le fond, chose que j'ai appris en dehors. Bonsoir. Où t'étais? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? La télé marche pas. T'es allé? Ah, je suis sortie, je fais des courses, je suis allée chez ma sœur, tout ça. Alors là, on se ramasse en 1950, puis là, tu sais, vraiment, là, c'est là où on se ramasse avec le bout, là, où c'est vraiment là, la déchéance totale. Là. On a Vicky là, qui va se faire embrasser là, par le chef là, de la PEG, là, ou le parrain, si on peut l'appeler. Puis là, ben, dans le fond, ça le fait sauter un gasket. Puis là, ben, à partir de là, on a un peu la même chose qui se répète, où ce que Vicky va embrasser sur la bouche Joey. C'est quand même assez étrange, honnêtement, comme coutume, là, pourquoi qu'elle l'a embrassé sur la bouche, là, mais en tout cas, ça fait que la jalousie là, de Jake, elle saute carrément, là, totalement. Là. Il va perdre carrément confiance là, envers Vicky et Joey. Et dans le fond, il va les agresser les deux séparément. Là. Elle, là, il va sauter dessus là, dans la maison. Elle va s'enfermer dans la salle de bain. Il va défoncer la porte. Dans le fond, c'est assez intense quelque part. Puis la manière que c'est filmé, la salle de bain n'est pas bien grosse. Fait que on voit là, que c'est vraiment claustrophobe. Puis dans le fond, là, c'est vraiment intense. Quelque part, ben, il va ramasser Vicky, puis en bout de ligne, là, jusqu'à temps qu'elle l'avoue qu'elle l'a triché. Quelque part,
tard, elle dit ben oui, tu sais, j'ai couché avec toute la rue aussi, avec ton frère, puis avec tout le monde, tout ça. Fait que lui, il prend ça mot pour mot, puis après ça, ben, tu sais, il va chez Joey, puis il va ramasser là, Joey, puis devant toute sa famille, puis il va le passer au travers là, d'une porte. Dans le fond, là, tu sais, il va vraiment là, agir là, extrême là, avec ces deux personnes-là. Dans le fond, il va sectionner pas mal là, le lien avec Joey pour pas mal un bon bout. Même à la toute fin, le film va finir pas mal. Là, ben, c'est l'avant-dernière scène du film là, où il va finalement là, avoir un genre de retrouvailles avec Joey. J'ai essayé de trouver sur le net si mettons on avait une réponse à ça, savoir si mettons il a vraiment là, rappelé, si mettons ils se sont réconciliés éventuellement. Puis là c'est ça un peu là, les nouvelles là, qui tournent en rond hein, quelque part. Je tombe sur tout le temps des faits qui sont rapportés du film et non des faits là, qui se sont rapportés de la vraie vie. On ne sait pas exactement là, si mettons ils se sont éventuellement là, réconciliés. Mais tu sais, il y a quand même un bout où ce que Joey va regarder là, la télé pour le combat là, contre Sardan un peu plus loin ou contre Robinson. Là, je suis pas trop sûr desquels, là, mais c'est ça, tu sais, il était probablement prêt, là, mais en tout cas, ça c'est sûr, c'est le côté là, romantiser là, la chose, là, que on l'a pas tassé totalement, puis pour un peu rembarquer avec à la toute fin, là, mais c'est pas clair. Là, d'après ce que je peux voir sur le net, il n'y a rien de clair là, si mettons ils se sont réconciliés. Fait que là, il y a un autre combat, je sais pas si c'est Sardan, en tout cas. Au moins que le crash était là, pour le revanche de revanche là, ou dans la vraie vie, puis quelque part on l'a quand même mis dans le film là, puis dans le fond on a joué avec la réalité là. Mais éventuellement c'est ça, on va avoir un autre combat là, avec Robinson là, ça va être le 6e combat là, contre Robinson. Robinson il va démolir la Mota. Sauf que la Mota va quand même pouvoir dire là, qu'il l'a jamais mis au tapis. Le film va arriver pour dire que c'est la dernière fois que dans le fond à partir de là, il va avoir pris sa retraite, mais sa carrière ne sera pas terminée là. Dans le fond le combat contre Robinson va y avoir donné un coup, mais éventuellement il va avoir pris les gants de boxe là, encore quelques années plus tard. C'est plus en 54 là on est en 51, mais dans le fond, il va avoir quand même continué un peu sa carrière. Puis, dans le fond, c'est un combat là, qu'il va avoir perdu là, par décision. Puis, c'était encore un autre coup là, qui avait aucun rapport, dans le fond. Il y a 3-4 combats qu'il a fait par la suite. Puis, il est gagné, mais c'est ça. Il y a un combat par décision qu'il a perdu. Puis, qui n'avait pas de sens. Qu'il a fait qu'il a pas mal démissionné. Là, puis, qu'il a jeté ses gants de boxe. Pourquoi vous retirez-vous du match de mercredi? C'est fini pour moi boxer, c'est fini pour moi. J'ai raccroché. J'en ai marre de penser à mon poids constamment, ça tourne à l'obsession. Poids. Au bout d'un moment, on se dit qu'il y a autre chose dans la vie. Enfin, je sais pas à me plaindre, la boxe m'a gâté. J'ai une belle maison, j'ai 3 gosses adorables, et j'ai une femme merveilleuse, et en plus, elle est très belle. Qu'est-ce qu'il me faut de plus? Alors, on se ramasse en 1956 où ce que Jake a pris sa retraite, puis que là, il est rendu là, comme faire un one-man show là, dans un gros restaurant. Il va faire rentrer 2 mineurs, puis c'est pas clair tout à fait là, s'il y a des infidélités là-dedans, puis dans le fond, s'il s'est passé quelque chose avec les mineurs. D'après ce que je peux comprendre, là, il va avoir fait 6 mois de prison là, à cause qu'ils ont laissé rentrer là, dans son restaurant. Je pense pas qu'il y a eu nécessairement quelque chose avec les 2 filles, mais en tout cas, en même temps, si on a mis la Mota dans la production, c'est parce que, dans le fond, on savait que, on pouvait le mettre là, aussi là, dans le film. Fait que, probablement que c'est rien passé là, avec les 2 mineurs, c'est juste qu'ils se sont pointés dans le restaurant, puis il s'est passé quelque chose là, avec d'autres personnes dans le bar, dans le fond, puis qu'il n'y avait pas d'affaire là parce qu'il n'y avait pas 21 ans. Je vais juste rappeler là, qu'aux États-Unis, là, l'âge adulte, c'est 21 et non 18. Mais c'est ça, dans le fond, quand je dis qu'il est infidèle, là, c'est parce que dans le fond, il y a du monde là, qui s'amuse. Il a passé comme toutes les nuits au restaurant, puis là, il y a quelqu'un qui arrive
arrive et il dit là, ben ta femme est dehors. Puis dans le fond, il dit là, ben oui, viens donc me dire que j'ai une femme devant tout le monde ici. Là. Fait que il y a probablement d'autres choses qui se passent, qui passe tout son temps au restaurant, puis qu'il y a probablement d'autres choses qui se passent aussi. Là. Puis éventuellement, ben, il sort dehors, puis Vicky va le quitter. Là. Dans le fond, ils ont eu 11 ans de mariage. Ils le disent dans le film, puis j'ai confirmé là, par l'internet, là, ça a l'air qu'ils ont toffé leurs 11 ans, puis c'est tout, elle est partie là, avec les enfants à la suite de ça. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, Jake LaMotta a été marié 7 fois dans sa vie. Fait que, tu sais, c'est dans le fond, là, on voit là, ses 2 premiers mariages, là, mais en tout cas, il y en a encore 5 qui vont suivre. Mais là, c'est ça, tu sais, l'histoire des 2 mineurs, ben, dans le fond, pour payer les frais d'avocat, ça va lui coûter là, 10 000 $. Puis, tu sais, dans le fond, on peut voir comment que le personnage, là, tu sais, il voit pas grand quelque part. La seule affaire, il pense au genre les bijoux qu'il a sur sa ceinture, puis il va essayer d'arracher là, les bijoux sur la ceinture. Peut-être symboliquement aussi, c'est pour vraiment détruire qu'est-ce qui était dans le fond, là, détruire qu'est-ce qu'il a dans le fond là, mis sur comme son rêve, tout ça, ben il détruit ça au complet, puis c'est ça qui arrive à quelque part. Comme le gars qui serait prêt à racheter sa ceinture, il dit dans le fond, là, la ceinture elle vaut quelque chose, mais symboliquement, ben Jake, il l'a détruit, là. Ça fait que il n'y a pas l'argent là, pour pouvoir payer les 10 000. Fait que il va faire 6 mois de prison, mais c'est ça. En 58, il va sortir, puis dans le fond, on va pouvoir comprendre que au début, on le voit, là, il va avoir un plus petit club, puis après ça, ben, il va jouer là, dans une plus grosse soirée. Puis l'histoire, elle va pas mal finir là. Dans le fond, là, c'est pas mal l'histoire qu'on voulait donner. Que dans le fond, peut-être qu'il s'en remet sur pied, ou il y a un bout là, qui est quand même en prison, là, puis dans le fond, il se rend compte là, qu'il y a comme. Il s'est planté royalement, mais c'est pas la première fois qu'on le voit pleurer là, dans le film, là, où se rendre compte de ça. Il y a le côté où qui a dû là, lâcher le match là, au milieu, là, puis que comme que j'ai dit qu'il a vendu son âme, là, fait que s'il y a eu des révélations un peu plus tôt, mais c'est ça là, peut-être que là, il a touché le bas fond, il est en prison là, pour 6 mois, mais le film finit peut-être plus optimiste. Alors en conclusion, ben c'est sûr que toutes les performances, je veux dire, c'est vraiment un univers qui peut s'embarquer dedans pour comprendre les personnages. J'adore Joe Pesci dans le film aujourd'hui, puis c'est sûr que la dernière demi-heure il est pas là. Le film en souffre un peu, mais c'est comme ça l'aide à comprendre comment que Jake LaMotta finit tout seul. J'en ai parlé tantôt, mais c'est ça, à quelque part, je trouve que le fait qu'il est plus là, ben, on peut se concentrer sur LaMotta, puis que dans le fond il a comme perdu son pendule, puis c'est ça, peut-être qu'il la retrouve à la fin, peut-être qu'il la retrouve pas, mais c'est ça, ça reste que c'est un grand film, mais je l'ai comparé à Rocky depuis le début du podcast, puis je veux dire, c'est sûr que je vais réécouter pas mal plus souvent Rocky que le film d'aujourd'hui. C'est juste un film qui est une étude de personnage, c'est intéressant à voir, mais à quelque part, ça reste dégoûtant un petit peu à voir qu'il y a des gens de même. Je vais réécouter le film pour voir Joe Pesci, mais je sais que dans Goodfellas puis dans plusieurs autres films, là, Joe Pesci, là, il est vraiment là, adorable à quelque part. Je veux dire, je pense que il faudrait que je fasse quasiment une rétrospective là, sur Joe Pesci à quelque part. Là. À chaque fois que je le vois à l'écran, je suis comme tellement étonné là, du talent là, de ce monsieur-là. Dans le fond, là, c'est Harry là, dans Maman j'ai raté l'avion là, tout le temps que je pense à lui, mais quand je le vois là, dans ces rôles-là, ben, je suis comme tellement étonné là, du talent de ce monsieur-là, puis qu'il est pas assez reconnu là, puis je trouve ça vraiment là, dommage de l'autre côté. Oui, il y avait une nomination aux Oscars pour meilleur second rôle, puis je pense qu'il aurait dû l'avoir, ou il devrait avoir un genre de récompense là, pour sa carrière.
Mais c'est ça, tu sais, à quelque part, là, je veux dire, je trouve que c'est le cœur du film. Puis si je vais réécouter le film, ben, tu sais, c'est pour vraiment voir sa prestation, puis voir vraiment le duo avec Robert De Niro. C'est sûr qu'aussi, là, tu sais, sa femme, toute, tu sais, je veux dire, par la suite, que la manière qu'elle a pas, puis tu sais, je veux dire, son talent, tu sais, c'était genre son premier rôle, là, elle a fait une séance photo pour un magazine, quelque chose de même, là, juste avant, mais toute quand même leur relation, je veux dire, c'est comme spécial à voir, mais tu sais, ça reste que c'est agressant à voir, tu sais, puis c'est pas le genre de choses que j'aime écouter, tu sais, j'aime les films d'horreur puis des affaires de même là, qui sont stressantes, tout ça, mais tu sais, quand ça se rapproche à la réalité de même, tu sais, c'est pas des choses nécessairement que j'aime voir, là. J'aime ça des fois peut-être plus rester dans le côté fictif, là, que c'est des affaires agressives de même, puis c'est parce qu'en même temps je sais que ça existe ces choses-là, puis c'est le genre de choses là, que je trippe pas bien personnellement, là. Fait que ça fait que j'ai le film, ben, je l'endosse, mais c'est vraiment là, correct en bout de ligne. Il n'y a pas de jaune à rien. Là, c'est un film à voir. Je vais la réécouter là, dans peut-être une dizaine d'années, là, mais je ne suis pas pressé à aller la revoir. Là. La motard est déclarée vainqueur. Alors, dans les années 2010, Jake LaMotta il était en arrière là, d'une production pour pouvoir apporter Raging Bull 2 à l'écran. Il faut comprendre, c'est Raging Bull 2, le livre. Dans le fond, c'est techniquement la même affaire parce qu'on a apporté le premier livre à l'écran. Puis là, ben, on avait les droits pour pouvoir faire la suite. La compagnie MGM a quand même poursuivi la production pour comme ternir la réputation là, de leur film de 80. Puis finalement, ben, ils ont gagné là, le procès. Puis dans le fond, ils ont juste changé le nom de Raging Bull 2 à The Bronx Bull. Puis dans le fond, tu sais, ça fait que le film est une suite quand même du premier film, mais tu sais, comme non officiellement, mais en même temps, ça l'est pareil. Ce que je trouve quand même spécial, en guillemets, là, avec ce film-là, c'est que il y a quand même genre une douzaine là, d'acteurs qui sont reconnus. Il n'y a pas d'acteur là, qui a gagné des millions là, pour faire le film, mais c'est quand même tous des bons acteurs qui jouent là, dans ce film-là. Pourtant, ce film-là, de la manière là, que je l'ai trouvé, là, je l'ai trouvé sur l'application Cinéplex sur ma télé, puis c'était pas mal la seule manière que j'étais capable de le pogner, là, sinon de l'importer là, des États-Unis, puis genre pour quelques piastres. Mais pour dire honnêtement, aussitôt que j'ai découvert sur l'existence de ce film-là, c'était quelques minutes avant de commencer à enregistrer pour le début du podcast. Fait que évidemment, ben, quand j'enregistre en ce moment, c'est pas quand j'enregistrais là, pour Raging Bull. Le film The Bronx Bull, il a été enregistré, ben, il a été filmé en 2012 et que finalement il est sorti ici en Amérique du Nord là, en 2017, puis il est sorti en 2016 là, en Angleterre, mais en vedette William Forsythe dans le rôle de Jake LaMotta, qui avait genre 55-60 ans une fois que à l'époque. Joe Montana, Tom Sizemore, Paul Sorvino, Penelope Ann Miller, Ray Wise, Natasha Henstridge et même Robert Davi. Peut-être des noms qui vous disent quelque chose plus ou moins là. Dans le fond, c'est du monde là, qui ont quand même joué là, dans des gros films, mais qui ont peut-être pas le gros salaire là, qui est de gros acteurs, mais en même temps, c'est des acteurs là, qui ont une présence d'écran. Fait que, tu sais, le film, là, c'est un prequel et une suite. Il se passe vraiment là, alentour là, de Raging Bull. Peut-être là, le premier 20 minutes là, va être en 1937, où ce que on retrouve notre jeune Jake LaMotta en train là, de faire des bagarres de rue. On voit que c'est un air où il était plus délinquant. Ben, il a jamais vraiment évolué de ça, mais que c'est ça, tu sais, il arrive à la maison, il est battu par son père, ben, toute sa famille est battue là, par son père. C'est vraiment une sombre un peu là, comme origine du personnage, quoi. Puis éventuellement, ben, tu sais, dans une des bagarres de rue qu'il y a, ben, il tue accidentellement là, son adversaire. Fait qu'il va se sauver de là.
mais va se ramasser quand même là, dans une prison pour jeunes. C'est là, dans les bagarres de rue, là, dans le fond, il fait la connaissance là, de ce qui va devenir comme son ami là, pas mal tout le long de sa vie. Que j'imagine dans le livre de Raging Bull, quand je parlais là, qu'on a fusionné deux personnages ensemble, qui était le personnage de Joey, mais que c'était son manager, et qu'on a fusionné ça ensemble. Ben, j'imagine qu'on a fusionné ça avec le personnage là, de Ricky, qui va être interprété là, un peu plus tard dans le film là, par Joe Montana. C'est dans la prison pour jeunes où il va apprendre plus à vouloir se battre dans un ring au lieu là, de faire là, des bagarres là, dans des petites ruelles. Fait que à partir de là, ben, on va avoir le saut dans le temps. T'sais, c'est vraiment là, on a comme un 10-15 minutes là, pour nous établir là, le passé. Puis après ça, ben, on saute après le film là, de Raging Bull. On voit que Jack est maintenant remarié là, avec Sally Carlton, avec qui il y a eu un enfant. Puis éventuellement, ben, ça revient un petit peu avec qu'est-ce qu'on a vu là, dans le film de Raging Bull. Éventuellement, ben, ça vire mal dans son couple. Là. Il commence à être jaloux parce qu'elle va faire un dîner là, avec son patron, puis il fait une crise là, dans le restaurant. Dans le fond, on voit un peu les mêmes affaires là, qu'on a vu dans Raging Bull. Dans le fond, ça reste le même personnage quand même. Je dis personnage, mais on s'entend, là, c'est la personne qui a vécu. Puis là, c'est ça. Ben, fait que Jake, il continue à faire son one-man show. Puis c'est sûr qu'éventuellement, là, il va perdre sa job là, à cause de la manière là, qu'il agit là, avec la clientèle. Il y a quand même Rick qui va comme un peu le romancer. Pour essayer de retrouver notre job. Puis ça, c'est après que Sally elle a quitté, là, puis que puis son enfant, là, que dans le fond, là, il retouche un peu le fond du baril. Puis finalement, ben, Rick, lui, il fait partie là, de genre la pègre qu'on voit un peu là, pendant tout le film. Là, en tout cas, c'est tout un peu, là, toutes des petites mafias un peu partout. Puis finalement, ben, on l'embauche pour être un bouncer là, dans un bar de danseuse, puis éventuellement, ben, on va même l'engager là, pour essayer d'abattre quelqu'un. Dans le fond, ça devient quand même assez sombre, mais il va jamais abattre quelqu'un. Là, dans le fond, le seul mort là, qu'on sait qu'il a peut-être fait, là, c'était la bagarre de rue là, en 1937. On va voir finalement les moments où il va apparaître là, dans des films, là, puis en 1969, il va se ramasser là, sur un plateau de tournage, là, Cauliflower Cupids, puis dans le fond, il va avoir il va se ramasser là, sur le plateau là, d'une émission télévisée, puis que finalement, ben, il va rencontrer son père, il va comme un peu se réconcilier avec son père à partir de là. Son père, on en fait mention là, dans le film de Raging Bull, mais dans le fond, la manière que ça paraît dans Raging Bull, est-ce que c'était une mise en scène, puis dans le fond, c'était juste pour attirer Vicky là, chez lui. Mais c'est ça, on voit pas plus. Mais il y avait quand même des scènes qui avaient été filmées là, pour le père à Jake LaMotta là, dans le film original. Mais on les a juste coupés au montage. Fait qu'on fait un petit bond dans le temps. On se ramasse en 1982 où ce que ça cogne à sa porte et c'est sa fille qui a eu avec Sally Carlton qui est comme sa femme en guillemets là, du film aujourd'hui là. Ben là c'est rendu divorcé, mais sa fille elle cogne à sa porte. On voit qu'il y a peut-être un petit moment où il commence à être un petit peu moins dur sur lui-même là. Je pense que le film un peu, puisqu'il y a Jake LaMotta qui est un peu ben tu sais il y a rapport en arrière là, mais c'est pas lui qui a écrit il écrit son livre, mais c'est comme si un peu le film est fait pour adoucir le personnage là, de Jake LaMotta qui est pas juste une brute là, qu'on a vu là, dans le film de Raging Bull, mais le film est fait plus pour que on comprenne pourquoi que il était un salaud là, carrément là, dans le film de Raging Bull. Mais c'est ça, tu sais, fait que on voit qu'il y a des liens qui se font avec sa fille, mais finalement elle doit repartir là, vers chez elle. Dans le fond, elle était juste venue faire un tour là, pour le rencontrer, mais ça finit que elle se rend compte qu'il est pas si pire que ça en arrière de tout ça.
Au travers du film, on voit Jake LaMotta qui rencontre plusieurs femmes, puis dans le fond, ça marche pour un certain temps, puis dans le fond, on voit le début, puis on voit la fin, puis après ça, genre la scène après, on voit qu'il rencontre quelqu'un d'autre, puis l'autre scène après, c'est terminé. Ce que je peux comprendre, là, d'après ce que j'ai lu, c'est qu'il a été marié 7 fois dans toute sa vie, fait que, c'est comme si on nous montre ça pour quasiment passer le temps. Puis c'est ça, dans le fond, éventuellement, Jake se ramasse tout seul dans un bar et que finalement il y a quelqu'un qui l'approche et ce quelqu'un-là, c'est le gars qui a pensé toute sa vie avoir tué là, dans la ruelle arrière. Puis dans le fond, c'est comme ça qu'il a comme été hanté par ça toute sa vie. Puis c'est ça, pas mal à partir de là, c'est pas mal la fin du film dans le fond. C'est un peu comme pour montrer là, que c'est quoi qu'il a peut-être envoyé sur une mauvaise trajectoire, puis que finalement, le film finit que dans le fond, il est peut-être libéré de ça, puis en bout de ligne, comme dans la dernière scène, là, c'est là où il rencontre sa femme qui va marier en 2011 et que finalement, il va avoir passé le restant de ses jours avec. LaMotta est mort à la fin là, de 2017. Fait que ce film-là venait de sortir et finalement, c'est ça, quelques mois plus tard, il est décédé. Il est décédé d'une pneumonie qui dans le fond, qui a juste dégénéré. Et 20 ans avant ça, avec dans le film de Raging Bull, on a Vicky, avec qui il y a eu 3 enfants. Il y a 2 enfants qui sont décédés en 1997. Il y en a une que c'est je pense que c'est les 2 gars qui sont morts. Il y en a un que c'est un cancer du foie et l'autre c'est un accident d'avion, quelque chose de même. Fait que, je veux dire, il y a eu beaucoup de tragédies. Je pensais que peut-être qu'on allait aborder ça là, dans le film là, de 2017. Vicky, elle est morte en 2005. Puis c'est ça, des choses qui auraient pu être touchées, mais on touche pas à ça. Comme je dis, il y a beaucoup d'acteurs dedans que ça aurait normalement, on aurait pas se dire, c'est quand même un peu solide comme casting. Puis ça l'est. Il y a personne qui paraît mal à l'écran, à part peut-être William Forsythe qui fait le rôle de Jake LaMotta. Même si on voit Robert De Niro dans le film original qui a engraissé, puis que puis il paraît plus âgé là, à la fin du film. Puis William Forsythe, on essaie de le prendre dans le même gabarit, mais l'affaire c'est que William Forsythe il est rendu comme à 55-60 ans, puis on essaie d'avoir un Jake LaMotta qui a peut-être fin quarantaine, début 50, et on aurait dû essayer de prendre peut-être un acteur un peu plus jeune, puis essayer de le vieillir, pareil comme on a fait avec Robert De Niro, au lieu d'avoir un acteur qui est plus âgé, puis essayer de le rajeunir. Ça fait que oui, rendu à la toute fin, c'est correct, il est bien représenté là, avec l'acteur, mais je sais pas, on aurait dû peut-être quand même trouver un acteur un peu plus jeune pour essayer là, de surtout que le film là, se déroule là, sur un 40-60 ans, essayer d'avoir un acteur un peu plus jeune, peut-être pas prendre l'acteur du début, mais même peut-être essayer de trouver un acteur qui peut, comme tellement si on le maquille bien, il peut faire les scènes du début et que finalement on peut même se rendre là, plusieurs années plus tard avec le maquillage, mais c'est ça, on a mis l'emphase là, sur un casting, puis je pense que en même temps l'idée en arrière du film, c'est qu'on peut le faire à cause qu'on a les droits de faire la suite du livre. Fait que, tout ça ensemble, c'est qu'on a essayé de faire le livre et non d'essayer de faire un narratif. Même on a le réalisateur qui a fait pas mal aucun film là, de renommée là, avant le film d'aujourd'hui. Je veux dire, je regarde sur IMDb, c'est tous des films que j'ai pas vus, même si des fois il y a des acteurs que j'ai déjà vus un peu partout. Il y a même un film avec Dennis Quaid qui a fait juste avant le film d'aujourd'hui. Le réalisateur Martin Gagey, en tout cas, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il a fait. J'ai pas vu son matériel à part de ça. Je suis pas intéressé à voir plus, mais c'est pas juste le réalisateur, c'est une question là, d'écriture du film. Il manque un peu là, de vision puis d'avoir une idée de comment qu'on peut apporter là, des idées. Oui, à quelque part, là, on arrive puis oui, on ferme une idée de
le gars qui s'est fait peut-être tuer là, dans la rue au début, qui l'a amené là, à une prison pour jeunes, puis que finalement, ça l'a amené là, sur le chemin là, qu'on connaît. Mais c'est ça, puis il y a une clôture à la toute fin, sachant que le gars n'est pas mort, mais c'est comme il manque un lien à quelque part, tu sais, il faut que qu'il y ait une vision, mais le film finit par un montage de scènes, tout simplement, on a des femmes qui rencontrent tout au long du film, mais que dans le fond, qui n'ont pas d'importance, parce que l'autre scène après, tu sais, il a passé à autre chose. Il y a son père il le battait quand il était jeune, puis éventuellement, il essaie de reprendre contact avec au milieu du film, puis ça marche pas, tu sais, genre son enfant est malade, puis il va le voir, puis tu sais, son père il a pas d'argent pour pouvoir aider, tu sais, dans le fond il va rien savoir, puis tu sais, il va lui donner un 10$, quand dans le fond il a besoin de des centaines de dollars là, pour avoir tu sais, besoin d'un médecin puis pouvoir le payer, mais éventuellement tu sais, il va reprendre contact un peu plus tard dans le film, mais tu sais, c'est comme ça l'aboutit à rien, c'est comme si ces histoires là continuent, mais c'est comme on dirait quand ça n'a pas d'impact dans l'histoire. Fait que tu sais, ça fait tout que le film ne vaut vraiment pas la peine de voir. Tu sais, je vais donner un rouge, mais tu sais, c'est pas un rouge sévère. Tu sais, si vous avez vu Raging Bull original, puis ça vous intéresse à en savoir plus peut-être sur le personnage là, de Jake LaMotta, peut-être que ça peut vous intriguer un peu là, de l'écouter. Ça fait pas mal, mais c'est comme ça donne à rien. C'est vraiment drabe rendu là. Ça finit qu'on se demande juste pourquoi que vraiment qu'on écoutait le film. Ça passe quasiment plus comme un documentaire qu'un film. Alors c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Un peu plus tard cette semaine, je vais couvrir un autre film dans le fond là, qui va être un peu comme la continuité là, de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Mais ça ne le sera pas là, dans le fond. Là, c'est comme juste une idée, un film qui a été construit là, en 2012-2013 qui s'appelle Grudge Match, qui est dans le fond un film où ce que peut-être dans un univers alternatif où ce que Jake LaMotta a continué puis est devenu un personnage en tant que tel là, ça reste plus personnage qui va retomber dans le ring face à face avec Rocky Balboa incarné là, par Sylvester Stallone lui-même, mais que lui aussi là, ne sera pas Rocky Balboa, mais dans le fond là, c'est juste qu'on va rendre hommage là, à ces deux univers-là et essayer de s'amuser là-dedans. C'est un film là, qui est assez comédie, là, mais c'est pas une parodie là, pour à 100%, là, mais en tout cas, on va en parler là, au prochain podcast qui devrait sortir un peu plus tard cette semaine. Entre-temps, n'hésitez pas à commenter sur Facebook qu'est-ce que vous pensez de Raging Bull, puis me dire si maintenant vous avez vu le film de Bronx Bull qui était originalement là, Raging Bull 2, mais en tout cas, si maintenant vous avez quelque chose à dire là-dessus aussi, puis qu'est-ce que vous pensez, puis peut-être que pour vous là, c'est un film qui est autant solide là, que le film original, mais n'hésitez pas à en parler là, sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Mais d'ici le prochain épisode, allez manger mon steak qui est maintenant sur cuit. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Well, go ahead and kill everybody. You're a tough guy. Go kill people. You're killing yourself the way you eat. You fat fuck. Look at you. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Open the door. No. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Look at that. En espérant vous voir au prochain épisode. Qu'est-ce que tu fous?
t'es tellement bête. T'es tellement bête, tellement bête. Tellement bête. Je suis pas un bruit. C'est comme ça qu'ils me traitent, je suis pas si mauvais. Pas si mauvais. Je suis pas si mauvais, pas si mauvais.